Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 7 juillet 2020 à quelques heures du lancement du grand tournoi MLS is Back du côté de Orlando où l'Impact de Montréal affrontera en ronde qualificative le 9, le 15 et le 21 juillet prochain, respectivement, le Revs de la Nouvelle-Angleterre, le Toronto FC et Josie Altidore. Ça ne sera pas facile. Et le 21, donc, DC United. La MLS annonce donc des changements, des modifications à son horaire, puisque on s'ajuste du côté de la MLS aux circonstances présentement à travers tout le circuit. C'est pas facile. On évolue du côté de la MLS dans un milieu qui est très, très difficile présentement. On essaie de limiter les dégâts dans la mesure où il est possible de le faire, mais il n'y aura rien de facile tout au long du tournoi MLS is Back pour garder comme une forteresse bien gardée, cette fameuse bulle autour du tournoi de la MLS. Donc, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer, mais on s'ajuste, où certains verront donc de l'improvisation. Nous, on voit ici du côté de BBN Media une organisation qui tente dans la mesure du possible de s'acclimater à un environnement complètement hors de contrôle et qui réussit donc, somme toute, à s'enligner là-dedans et à réussir à tenir la place. Jean-François Morancy s'installe donc pour le podcast BBN du 7 juillet 2020. On vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Spreaker, notre plateforme de prédilection ici. On est partout. Donc, venez nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit, plus on a de fun. Mais le podcast BBN, l'édition du 7 juillet 2020, ça débute maintenant. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Alors, Jeff, de retour avec vous dans cette édition on est le 7 juillet 2020. Bien content donc d'être là avec vous ce soir. Pourquoi on est là, qu'on est en direct alors qu'on a déjà produit le podcast? Vous êtes plusieurs à m'envoyer et vous le savez ici, là, j'essaie dans la mesure du possible de répondre le plus possible à vos demandes et à vos interrogations. Et vous êtes nombreux à me dire, Jeff, on aimait mieux le podcast, juste la version finalement audio, c'était plus facile de suivre parce que dans la version vidéo que je transmettais normalement à nos auditeurs qui nous suivent via ce que ce soit iTunes, Spotify. On est également sur iHeartRadio, une des plateformes de podcast les plus puissantes au Québec. Bref, on est sur toutes les plateformes et en formule vidéo, là, on fait des liens souvent
Et il faut comprendre que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas toujours nécessairement agréable. Donc, j'ai décidé de reprendre le podcast en version audio, d'une édition donc complètement différente de celle que je produis pour, pour le podcast, donc en vidéo. Alors, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir et de vous présenter donc une réédition, si on veut, du podcast qui vous est présenté du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures. Donc, ce que je disais, c'est que la MLS d'entrée de jeu ajuste son tournoi et tente de figurer toutes les alternatives possibles dans le meilleur des mondes et dans la possibilité qui lui est offerte le plus possible et de composer avec les éléments, je vais dire, non contrôlables qui prévaut la situation actuelle de la pandémie. Ce ne sera pas une cachette, là. C'est pas facile pour tout le monde, ça ne sera pas facile pour personne. Et surtout que la MLS fait figure de leader dans le monde du sport en Amérique du Nord présentement. Bien, c'est sûr qu'on va connaître des ratés à quelques reprises, mais pour l'instant, somme toute, il n'y a pas de panique à avoir. Tout semble sous contrôle. Parce que présentement, si on regarde ça de l'extérieur et qu'on ne suit pas très la MLS, c'est sûr qu'avec le retrait du FC Dallas, avec Nashville qui pense à retirer peut-être son équipe, ou la MLS qui pourrait les kicker out, avec Vancouver qui retire 5 joueurs de son alignement, on pourrait penser que ça part en couille du côté de la bulle à Orlando, mais très sincèrement, les cas sur l'ensemble des joueurs, l'ensemble du personnel qui est maintenant sur place, on a quand même très peu de cas, donc tout est sous contrôle et je pense que le protocole mis en place par la MLS démontre qu'il est rigoureux et qu'il est responsable. Donc oui, on a des cas chez le FC Dallas et on a pris la bonne décision d'éjecter le club à ce moment-ci, au moment où on se parle du tournoi MLS is back. Et peut-être qu'on prendra là, à la lueur des informations qu'on aura dans les prochaines heures, la décision sensiblement pareille dans le cas de Nashville. On sait que Nashville, présentement, est pris avec 2 cas qui ont explosé le week-end dernier. Il y en a 3 nouveaux qui se sont ajoutés. On parle de la nuit dernière. Et il y a 4 joueurs qui sont suivis rigoureusement suite à des résultats mitigés. Et on veut faire donc des tests approfondis sur les 4 joueurs en question. Donc, il y a un potentiel d'une dizaine de joueurs dans le clan de Nashville. Alors, il serait peut-être, comment je pourrais dire, il serait peut-être opportun de servir la même recette qu'on a infligée au FC Dallas et de retirer Nashville du tournoi au moment où on se parle. Mais en dehors de tout ça, donc très peu de cas qui sont dénombrés. Donc, ça va quand même bien dans la bulle présentement. Je vous rappelle que c'est 26 clubs. On parle d'environ 600 personnes qui sont là pour le tournoi. Donc, tu sais, c'est quand même là, relativement positif malgré tout. Et on n'est pas en mesure de dire à ce moment-ci, est-ce que le FC Dallas et est-ce que Nashville se sont présentés donc du côté d'Orlando avec des joueurs qui étaient déjà aux prises avec le fameux COVID-19. Donc, je pense que la MLS a fait le travail. La bonne nouvelle, c'est qu'on a décelé ces cas-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à isoler ces gens-là et prendre les mesures nécessaires en place pour pas qu'il y ait pas que ça parte en vrille et qu'on contamine l'ensemble des joueurs du circuit de la MLS. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'enjeux dans ce tournoi-là.
pour la MLS. Donc, pour la MLS, on parle d'enjeux très importants parce que tous les yeux en Amérique du Nord seront rivés sur la MLS. Les autres circuits professionnels également de sport, puisque la MLS vous fera vivre une expérience qu'il n'y a pas un championnat encore de foot qui vous a fait vivre par la présence des caméras, par la présence de l'animation. Et les gens qui écoutent le podcast, je vous invite à devenir patron et à soutenir le podcast BBN. Et ceux qui le font, j'avais produit un podcast qui est réservé exclusivement aux patrons, donc sous abonnement seulement, et qui faisait part un peu de ce qui allait se passer avant, après et pendant les matchs. Et ce qu'on vous annonce depuis hier, ce qu'on vous a annoncé ce soir du côté de la MLS, quant à l'ampleur de la production qui aura préséance pour le tournoi MLS is Back, ben, je suis obligé de vous dire qu'on abondait exactement dans le bon sens. Donc, la bonne nouvelle dans tout ça, les 26 clubs sont à Orlando. On sait qu'il y en a 25 qui vont s'exécuter, mais tous les joueurs à venir jusqu'à maintenant ont été testés. Et somme toute, les décisions à venir jusqu'à maintenant de la direction de la MLS et du circuit Garber, je suis obligé de vous dire qu'elles sont responsables, qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles abondent dans la bonne direction. Donc, c'est sûr que sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur les internets, comme on dit, ce qu'on entend, c'est toujours le négatif, toujours les négatifs. Et, tu sais, je parlais aujourd'hui avec Kevin, et malgré que ce soit une discussion qui était, somme toute, respectueuse et qui allait dans le bon sens, clairement, je ne serais jamais capable de faire changer d'opinion et de position Kevin sur sa vision à elle, sa vision à lui de la situation. Donc, tu sais, chacun a sa propre opinion, chacun a sa propre idée, et on essaie de composer avec ça. Mais ceux qui sont contre le tournoi, visiblement, sont ceux qui crient le plus fort et qui font jaser. Parce que on l'a vu, là, il y a 2-3 joueurs qui ne sont pas en accord avec le tournoi. C'est de eux qu'on parle. Il y a un insider de la MLS via Twitter qui spin. Et c'est que du négatif. Mais somme toute, on voit les vidéos passer de la MLS, on voit les vidéos des équipes également en action. Il n'y a pas grand joueur, en tout cas, qui ont l'air choqués d'être là. Et on n'a pas le sentiment que les joueurs qui sont présents le sont à contre-cœur. Donc, il y en a peut-être 5-6 que ça ne fait pas leur affaire. Mais il faudra voir. Un autre club qui sera donc décimé pour ce tournoi-là, c'est Vancouver, qui ont laissé de côté 5 éléments quand même assez importants au sein de leur formation. Donc Cavallini, qui ne sera pas du tournoi, tout comme Montero, tout comme Ricketts, tout comme Rose, Moukom voyons, je vais le dire comme il faut, Moukom Bilois, qui sera absent également de ce tournoi-là. Alors, c'est quand même 5 gros noms là, du côté de Vancouver, 5 noms assez importants et de profondeur qui seront absents. Ça va peut-être être difficile pour Vancouver. On a déplacé des matchs, Nashville, Chicago et Toronto face à DC United. Toronto-DC United, c'est un match qu'on repousse au 12 juillet prochain. L'Impact sera l'adversaire du Toronto FC le 15. C'est donc 3 jours plus tard. Donc ça pourrait tourner à l'avantage de l'Impact de Montréal. Ceux et celles qui, parmi vous, craignaient que l'Impact termine derrière Toronto à l'intérieur du pôle C, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que là, on va arriver avec une équipe beaucoup plus en jambes, une équipe beaucoup plus reposée que Toronto FC. Et c'est important. C'est important parce que on joue sous le vendez-moi une voyelle quelqu'un. On va jouer donc sous le chaud soleil
et la chaleur aride d'Orlando. Et ça, c'est épuisant. C'est demandant physiquement, c'est demandant en termes de récupération également. C'est fragilisant au niveau des blessures parce qu'on le sait que de courir à grosse chaleur comme ça, les muscles se dilatent, les muscles sont exploités à leur maximum. Donc, ils sont tendus, ils sont raidis et les risques de blessures émanent à ce moment-là. Donc, il faudra faire très attention dans le cas de Toronto FC. Puis c'est pas parce que je les déteste et que je veux les voir perdre que je veux que les joueurs soient blessés. Il faut bien se comprendre. Et je me plais à détester José Altidore autant que je me plairais à l'aimer s'il changerait son rouge pour son bleu. Mais c'est un tout autre débat qu'on ne tiendra pas au podcast BBN ce soir. Donc, là-dessus, moi, je pense que le fait qu'on move ce match-là, peut-être bien que le match du 15 va être déplacé entre l'Impact et Toronto FC. Comme je vous dis, la MLS, et là, j'en décris à ceux qui disent que la MLS improvise le tournoi, parce que c'est vraiment pas ça. Et moi, ce que je vous dis, c'est que il patine d'une main de maître présentement pour réussir à aligner toutes les flûtes et faire en sorte que le tournoi d'Orlando ne tourne pas au ridicule et qu'on ait de quoi à se mettre sous la dent. Et là, on a les gens qui se plaignent, on a les gens qui rient du tournoi, on a des gens, tu sais, il y en a à tout vent. Et, tu sais, ici, au podcast BBN, on ne fera pas une recherche et une course au clic, puis une course au like, puis une course au partage, puis au follow. Tu sais, moi aussi, je suis capable. Je suis capable d'avoir des opinions arrêtées, mais de vous vendre ce tournoi-là, comme le tournoi Mickey Mouse, de vous vendre, tu sais, la Coupe COVID, de vous vendre, comprenez-vous, à un moment donné, il y a toujours bien une limite. Je pense qu'on est tous satisfaits de voir un retour au soccer, un retour au foot professionnel, et je pense que c'est un exploit que la MLS réalise présentement, de présenter dans les conditions actuelles de pandémie qui prévaut et principalement du côté d'Orlando, un événement majeur qui, dans le monde du sport professionnel en Amérique du Nord, sera office de leader et de chef de file. Donc, il faut être fiers, les fans de foot, de pouvoir se régaler dès demain de nos 90 minutes, à voir les clubs de la MLS et pour bien vivre l'expérience. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Je vous invite à visiter le site de la MLS, mlssoccer.com, et d'aller remplir le Bracket Challenge. Ça va vous permettre de mettre des positions dans chacun des pools. Qui sera les joueurs qui vont passer à la ronde suivante. Puis, tu sais, malgré tout, l'appui que je peux donner au tournoi de la MLS is back, moi, je pense sincèrement que le plus gros enjeu qu'on va avoir à l'intérieur de ce tournoi-là, c'est les 3 premiers matchs, puisqu'ils seront comptabilisés au calendrier régulier du circuit Garber. Et on ne se fera pas de cachette, là. Le plan, il est clair, il est établi, il est précis depuis le début. Et arrêtez encore une fois de me dire, Jeff, la MLS improvise de jour en jour. Non, le plan, il est connu depuis le début. On veut, après le 11 août prochain, prendre un recul, prendre une pause de 2 semaines pour ensuite reprendre dans chacun des marchés respectifs de la MLS les activités régulières du calendrier, qui sera écourté, mais qui sera là et qui sera présent. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, le Bracket Challenge, je vous invite à aller visiter ça. Je vous invite à faire ça. L'autre sujet que je voulais vous parler, ça déboule vite, c'est la formation que pourrait emprunter Thierry Henry pour les matchs de cette ronde qualificative-là. Je vais être franc avec vous, moi, dans l'optique où j'entraîne un groupe de boys, je vais essayer de m'adapter avec les datas que j'ai, avec les informations que j'ai
sur l'adversaire que je vais affronter. Et dépendamment des cas, je ne vais pas y aller nécessairement de la même formation. Donc, ça se peut que contre les Revs, par exemple, j'évolue en 3-4-3. Que contre Toronto FC, je vais y aller peut-être en 4-2-3-1 pour être un petit peu plus bas sur le terrain et maintenir une défensive qui est beaucoup plus stable, comprenez-vous? Donc, dépendamment de l'adversaire, contre DC United, j'irais beaucoup plus fort offensivement. Donc, chaque match va avoir sa propre réalité et il y aura des impondérables à l'intérieur de chaque match, comme il y en a dans chacun des matchs. C'est la réalité au soccer. Donc, il va y avoir des blessures, il va y avoir des cartons, il va y avoir de la fatigue, il va y avoir plein de facteurs qui vont faire en sorte que Thierry Henry voudra apporter des ajustements. Donc, ce qu'on fait est très spéculatif, mais visiblement, ce que les gens veulent voir, ce que les fans de l'Impact veulent voir, c'était la question Twitter du jour dans le podcast BBN. Et ce qui ressort le plus, c'est le 3-4-3. Donc, c'est ce que les gens voudraient voir. C'est ce que les gens aimeraient visionner sur le terrain et voir dans leur écran via TVA Sport lors de cette rencontre-là. Pas le 3-4-3, mais le 3-5-2. Donc, et je dis le 3-4-3 parce que le 3-5-2, d'après moi, est une version hybride. Et il va pas... on ne peut pas jouer en 3-5-2 sans jouer en 3-4-3. Moi, je pense que ça va de pair et les deux sont directement reliés. Donc, ça va être intéressant de voir ça, mais ça, c'est la position, c'est le schéma tactique que la plupart d'entre vous espèrent voir. Le 4-2-3-1 à l'ordre de 29%, c'était 38% en passant pour le 3-5-2. 4-4-2 à 11% et le 4-3-3 obtient quand même 21% des voix. Donc, on sait qu'on l'avait testé en 4-3-3 en début de saison. On n'était pas sûr parce que ça n'avait pas été très, très bien pour la troupe de Thierry Henry dans les pré-saisons avec la formule 4-3-3. Mais par contre, si on se souvient, le dernier match en Ligue des champions de la CONCACAF, c'est comme ça qu'on avait fini le match en 4-3-3 et on avait connu quand même des bons résultats. Mais ce que je pense qu'on va littéralement voir, c'est le 3-4-3 ou le 3-5-2, là, appelez-le comme vous voulez. Et il y a deux questions, moi, dans cet alignement-là qui me chicote. Parce que si j'y vais là, des trois défenseurs, je vais y aller avec, par exemple, Raitala, Fanny et Camacho. Je pense que ça va ressembler à ça. Mais on a Binks, on a Waterman, donc on peut avoir de la profondeur, mais il n'y a pas de gros débat, comprenez-vous? La première interrogation, je pense qu'elle arrive dans le fameux 4. Là, si on parle d'un 3-4-3, le 4, qu'est-ce qu'on met à la droite, là, latérale? Il n'y a pas de question. C'est Zachary Brault-Guyard, c'est sa place. C'est là, dans le milieu, que ça se complique. En 3-4-3, si on part de la gauche, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met Corrales? Corrales a évolué à cette position-là. On le sent stable, on le sent présent. Et peut-être la position, selon moi, que l'Impact de Montréal devra renforcer au cours lorsque l'opportunité se présentera. On a souvent réclamé un bon 10, on aura souvent réclamé un 9, un faux 9. Mais je crois sincèrement que dans le nouveau soccer, dans le soccer moderne, dans le soccer qu'on joue en 2020, il faut des latéraux hyper intelligents, hyper rapides. On le voit avec le Bayern et la Bundesliga avec Alphonso Davies. C'est le genre de joueur qu'on doit viser. Et c'est sûr qu'on n'aura pas un Alphonso Davies, comprenez-vous? Ils vont tous aller évoluer en Europe, je comprends très bien, mais il faut aspirer à ça et il faut s'en aller vers là. Et une des options qui est envisagée
pour arriver le plus près possible de ça, c'est de faire évoluer un Lassi Lapalainen dans la position de latéral gauche. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mais Lassi Lapalainen dans le corridor gauche, c'est sûr que moi, je le mettais en sub à Kyoto, un petit peu plus haut sur le terrain, mais c'est pas la première fois que j'en discute avec les auditeurs de cette possibilité-là, mais Lassi Lapalainen, ça pourrait avoir du sens. Je suis obligé de vous le concéder à titre de latéral gauche. Donc, il faudra voir quelle sera la décision de Thierry Henry, advenant qu'on évolue comme ça. Et l'autre grosse question, c'est le centre. Donc, Taider et Wanyama. Et on a Samuel Piette aussi qui évolue à cette position-là. Donc, qui qu'on bench? Est-ce qu'on bench Taider? Est-ce qu'on bench Piette? Est-ce qu'on bench Wanyama? Moi, je pense que le premier qu'on règle et qu'on biffe de la liste, c'est Wanyama. Wanyama, il y a une place, c'est sur le terrain, c'est dans le 11 partant. Si là, la game shape, s'il est en santé, il faut se comprendre, là. Donc, si Thierry Henry évalue que Wanyama est en mesure de jouer, moi, je pense que sa place, elle est définitive. C'est titulaire sur le terrain. Donc, il reste une place et on a deux noms. On a Saphir Taider et on a Samuel Piette. Donc, il faudra faire un choix entre les deux joueurs et j'ai bien l'impression que Samuel Piette agira comme super sub si on utilise cette avenue-là. Et on va en avoir de besoin. Donc, ce n'est pas un désaveu à Samuel Piette. Ce n'est pas une mise au rencard non plus de notre joueur québécois, canadien. C'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'à un moment donné, tu y vas all-in, tu veux gagner le match. On voit de belles choses. On a identifié de belles choses chez Samuel Piette. Souvenez-vous les derniers matchs où il commençait à être beaucoup plus axé, déporté vers l'attaque et plus de présence dans le dernier tiers du terrain. A pris quelques lancers. Hein. On pensait même le voir marquer un but. Souvenez-vous, on y a cru. Mais c'est ça qu'on veut voir de Samuel Piette et je pense que c'est ce qu'on lui demande de faire. Et il est en train de se transformer. Mais là, tu veux une valeur sûre. Tu veux quelqu'un qui est à l'aise dans son rôle et qui le comprend bien, qui l'exécute. Donc, pour Samuel Piette, ce n'est pas encore un réflexe et ce n'est pas encore une première intention, comprenez-vous. Donc, il y a des ajustements à faire et c'est peut-être pas le moment dans cette ronde qualificative-là d'y aller essai-erreur et de tester ces ajustements-là. Donc, il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en avant, Kyoto, Boyan, Urruti, moi, je pense que c'est le trio gagnant et c'est ce qu'il te faut. Puis là, il ne faut pas oublier que dans le tournoi MLS is back, on a sur 3 phases de jeu 5 changements qui seront alloués à chacune des formations. Et donc, tu sais, moi, j'y vais avec Sam Piette sur le super sub. Donc, dépendamment de l'évolution du match, dépendamment de ce qu'on veut ajuster comme schéma dans le jeu, moi, je pense que d'avoir Samuel Piette en clé de réserve sur Taider ou Wanyama, ça fait du sens. Donc, on a un changement là, comprenez-vous? Corrales, Lapalainen, parce que je ne suis pas certain encore. Je ne suis pas convaincu de la place de Lapalainen. Donc, ça me donne un deuxième changement. Et si Lapalainen va bien, ben, mon troisième changement, mon deuxième changement que je viens de vous présenter, ben, c'est ma carte de spare s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose. Et pour finir le match, on finit le match, il fait chaud, les gars sont épuisés, autant d'un côté que de l'autre. On a presque plus de jus dans la machine. On sort Kyoto, Boyan, Urruti pour rentrer Balou Tabla avec Anthony Jackson-Hamel et Orji Okonkwo. Moi, je pense qu'on vient de scier les jambes de l'adversaire avec une belle présence, bien en jambes, bien articulée et une force offensive assez rapide. Donc, comprenez-vous qu'on a amélioré
chez l'Impact de Montréal, la profondeur au cours des derniers temps et la profondeur qu'on a cette année pour aller de l'avant au tournoi MLS is back, c'est une profondeur qu'on a rarement vue chez l'Impact de Montréal, soyons francs, au cours des dernières années. Puis on a beau critiquer les résultats obtenus par Rémi Garde. Moi, je pense qu'il n'y avait pas l'alignement qu'il a présentement, que Thierry a sous sa gouverne présentement. Mais j'aime mieux avoir Thierry Henry, ceci étant, que Rémi Garde à la tête de l'Impact de Montréal. Je termine rapidement parce que j'ai défoncé la demi-heure et je ne veux pas prendre cette habitude-là. Pat Leduc devient directeur de l'Académie. On s'en reparle un petit peu plus tard dans un autre podcast, mais succède donc à Philippe Lafroy. Et moi, c'est pas tant le move que je conteste ou que je critique, mais la façon dont on l'a appliqué et on l'a rendu public. Donc, tu sais, j'aurais aimé une conférence de presse où on explique la vision et la direction que prend l'Académie et qu'on annonce donc à ce moment-là les changements. Donc, la sortie de Philippe Lafroy, l'entrée de Pat Leduc, je pense que ça aurait été bien et on aurait acheté la paix. Puis, on aurait évité encore un drama autour de l'Impact de Montréal. Jonathan David qui sait, en tout cas, c'est sur le point de se faire où ça devrait se concrétiser. On en avait parlé dans un vieux podcast il y a une semaine ou deux, mais vous le savez qu'au podcast BBN, vous avez l'info en avant. Lille, 25 millions, on visait 30. Sincèrement, je suis un peu déçu. Je pensais sincèrement qu'elle allait avoir une course beaucoup plus ardue autour de Jonathan David et qu'il y aurait comme une surenchère finalement. Et dans son cas, on visait 30 millions d'euros. On obtient 25. Pour Lille, je pensais qu'il y aurait certainement sans dénigrer Lille, je pensais qu'il y aurait eu des formations plus attractives et plus de follow spot, si on veut, qui allait se battre pour les services de Jonathan David. Est-ce que c'est la crise présentement qui prévaut, la pandémie, encore une fois, qui affecte le portefeuille de certains gros clubs qui sont pris avec des gros salaires? Peut-être que oui, mais il faudra voir en tout cas comment que l'histoire va se conclure. Olivier Brett termine au FC 919 avec une grosse nouvelle, encore une fois, en affirmant qu'on dégraisse peut-être l'Académie de l'Impact pour mettre une pancarte à vendre sur le club montréalais, le bleu, blanc, noir, qui pourrait être sur le marché. J'ai pas écouté, sincèrement, je vous en parle, puis je ne vais jamais en profondeur. Quand je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas, j'essaye de ne pas y aller trop en détail. Donc, je vais aller écouter les commentaires. Tu sais, j'ai vu la nouvelle, je le partage avec vous, mais je ne vais pas commenter parce que j'ai aucune idée de ce qu'a déclaré Olivier Brett sur le FC 919. Mais ce qu'on me rapporte finalement comme information, c'est que le plan serait de dégraisser de son point de vue personnel. Le plan serait de dégraisser l'Académie pour ensuite vendre l'Impact de Montréal. Donc, il faudra dossier à suivre. Hein? On met un pop-up là-dessus et on vous suit ça donc à BBN Media. Restez là, restez bien branchés avec nous. On se donne un autre rendez-vous demain alors qu'on met la table pour le premier match de l'Impact. C'est jeudi, mais ça part demain. Le tournoi MLS is back. Les premiers matchs sont mercredi. On va être là et on va suivre tout ça avec vous. Et on va triper. On était dû, on avait hâte, on attendait que ça arrive. C'est là, c'est maintenant. MLS is back. Vous allez vivre ça avec Jeff au podcast BBN, propulsé par BBN Media. Le schéma tactique est en place. La stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire. Nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.